Voilà, donc je suis Elisabeth Dampier, je suis secrétaire de la Prud'homie de Sanary et également rédactrice d'un blog et d'une revue qui s'appelle L'encre de mer avec un E. Ça va pour la voix? Vous arrivez à suivre? Voilà, donc je voulais, en fait, on m'a demandé de parler des prud'homies. J'ai découvert ça il y a longtemps, en 84, et ça m'a fascinée. C'est des organisations professionnelles de pêcheurs qui sont directement issus du Moyen-Âge et qu'en France, on a réussi à sauvegarder, à maintenir. Alors en fait, qu'est-ce que c'est une prud'homie? C'est une communauté de pêcheurs qui, sur un territoire, va élire ses représentants, 3 à 7 prud'hommes suivant la taille de la prud'homie. Ça marche encore. Et donc ces prud'hommes vont avoir le droit de réglementer la pêche, de juger les contrevenants et de les sanctionner. Et donc vous voyez, ça existe encore dans le droit européen avec quelques soucis. Donc voilà, c'est en fait en Méditerranée française, c'est le seul endroit où il reste des prud'homies. Il y a eu ce genre d'organisation à l'époque médiévale sur toute la Méditerranée, mais on a su les maintenir vraiment qu'en France. Et donc, en fait, elles ont été reconnues par tous les rois de France, en fait, par lettre patente. Le texte le plus ancien qu'on connaît, c'est le XVe siècle, le roi René. Mais les archéologues ont également des traces d'organisation sur le littoral méditerranéen. Et donc, à la Révolution, elles auraient dû disparaître. Elles avaient effectivement été abolies comme toutes les corporations. La prud'homie de Marseille, à l'époque, qui était la plus grande, avec également les prud'hommes de Cassis, sont montés à la capitale. Ils ont été traduits du provençal et soutenus par Mirabeau. Et l'Assemblée constituante, trouvant que l'organisation était intéressante et n'avait pas les défauts des corporations corporatistes, a autorisé tous les ports qui n'avaient pas encore de prud'homie à en créer. Donc il y a beaucoup de prud'homies qui sont nées dans les années 1795, 92. 96. Et finalement, elles ont été légiférées, relégiférées sous Napoléon III à la fin du 19e siècle. Et c'est encore le texte qui leur sert de référence. Donc de Port-Vendre à Menton, vous avez un littoral qui est partagé en 33 prud'homies, qui ont très bien fonctionné jusque dans les années 60. En fait, il y a eu un début d'industrialisation de la pêche au début du XXe siècle. Et les pêcheurs ont rapidement compris, probablement du fait des prud'homies, que c'était plus intéressant de pêcher peu et de vendre bien directement, plutôt que de pêcher des quantités et de vendre à bas prix. Et donc ce système s'est maintenu. À partir des années 60, il y a eu tout un ensemble de facteurs qui fait que les pouvoirs publics ont réellement voulu industrialiser la pêche. Et c'est là que les prud'homies ont commencé à avoir de gros soucis. En fait, ils avaient voté ensemble, enfin à plus de 90% contre l'adoption d'un métier qui était la seine tournante. C'est un genre de seineur en fait. Bon, ils savaient que ça allait faire vivre tous les petits pêcheurs qui pêchaient la sardine au sardinal, au filet droit. Il y en avait 150 à l'époque dans le port de Marseille et on comptait à peu près 1 millier de pêcheurs au début de la guerre, donc, et même après d'ailleurs. Donc vous imaginez en fait la quantité de pêcheurs qu'il y avait. Donc on parlera après de ces problèmes, mais je voulais vous expliquer comment ça marche, la prud'homie en fait, comment concrètement ils gèrent et pourquoi ça s'est mis en place en Méditerranée et aussi dans d'autres endroits. C'est souvent des lieux où les territoires de pêche sont restreints, où la ressource est réduite et du coup, il y a beaucoup de pêcheurs qui veulent avoir accès à cette ressource. Donc c'est une solution pour résoudre des conflits et organiser un partage. Ça, c'est l'originalité des prud'homies, c'est comment en fait ils gèrent cette ressource commune. C'est intéressant, c'est qu'ils ne gèrent pas directement un poisson ou une ressource. Un pêcheur, en fait, son objectif, son métier, c'est quand même de prendre du poisson dans la mer. Alors, d'aller lui dire qu'il faut le prendre de façon mesurée, pas trop, tout ça, c'est quand même quelque chose difficile. Son métier, c'est quand même d'arriver à en prendre, quoi. Et en fait, les prud'homies n'ont pas géré directement la ressource, ils géraient une communauté, et à travers la communauté, ils géraient la ressource. Et donc, ils ont des principes qu'on entend sur les ports. Enfin, moi, j'ai commencé à comprendre comme ça. D'ailleurs, j'entendais toujours tout le monde doit pouvoir vivre de son métier, il faut éviter qu'un métier en chasse un autre, le soleil se lève pour tout le monde.
Et mieux vaut faire un petit peu tous les jours que plus rien après. Enfin, voilà, c'était ce genre de principe, ou aussi des principes très pragmatiques. Un métier, il vaut mieux le réglementer que l'interdire, parce que sinon, ceux qui en vivent, ils vont forcément braconner, et ça sera pire. Donc il vaut mieux intégrer les gens et savoir qu'on peut les contrôler. Donc l'idée, c'est qu'on donne la priorité aux pêcheurs qui ont le moins de matériel et aux engins qui sont les moins intensifs. Et comme celui-là, il doit pouvoir quand même vivre de son métier, finalement, on interdit les métiers les plus intensifs et les pêches les plus intensives. Et c'est ces plus petits métiers qui protègent l'ensemble d'une surexploitation. Alors ce qu'il y a, c'est que par contre, les prud'hommes n'ont jamais pu interdire l'accès à la pêche. En fait, ils gèrent une communauté, mais ils n'ont aucun droit, même ils sont sous tutelle du ministère, ils n'ont aucun droit pour dire à un tel, tu n'as pas le droit de pêcher. Donc ça a toujours été une règle de partage. Et plus il y a de pêcheurs, plus il y a de règles. Et plus il y a de contraintes aussi. Donc si vous prenez le cadre de Marseille, justement, au sortir de la guerre, et que vous étudiez les règlements, c'est véritablement un échiquier. Donc ça peut être très précis parce que les prud'hommes vont limiter les engins, le nombre d'hameçons, mais ils vont en fait réglementer par droit d'usage. Donc on laisse la priorité aux métiers qui sont les plus contraints. Donc par exemple ceux qui ne peuvent travailler que la nuit, comme les filets calés, ils vont aller de nuit, mais les engins traînants qui peuvent travailler de jour, on va leur laisser que la journée. Ceux qui peuvent aller plus loin, comme également les engins traînants, ils vont laisser la priorité à ceux qui sont en bordure de littoral. Donc voilà, c'est un peu cette organisation. Alors là où ça peut être très fin, et ça se voit par exemple dans les lagunes, les étangs, ou aussi en bord de littoral, il y a des zones de pêche qui sont connues et repérées depuis des siècles et qui sont des postes de pêche en fait, repérés par des alignements. Et souvent, quand il y a un passage d'eau dorade ou à un moment donné, des poissons migrateurs, il peut y avoir plusieurs pêcheurs qui veulent aller sur ces postes. Et donc, à ce moment-là, on organise un tirage au sort et avec un tour de rôle pour éviter qu'il y ait des conflits. Donc, ça peut être vraiment extrêmement fin. Vous avez par exemple les étangs de Gruissant. Les étangs sont très grands et peu profonds et ils sont obligés de concentrer le poisson pour arriver à le pêcher. Donc ils vont faire un barrage communautaire où chaque pêcheur va mettre son filet. Et donc c'est assez complexe à organiser parce qu'il faut faire le barrage le même jour par ordre de rôle. Il faut aussi gérer, voir s'il y en a qui empiètent. Enfin bon, donc il y a toujours le système de contrôle et de sanction. Donc c'est un système qui a été contesté souvent au niveau juridique aussi puisqu'il cumule les trois pouvoirs. Mais bon, en fait, leurs jugements sont sans appel ni cassation, ce qui fait souvent trembler les juristes. Mais il faut voir qu'en fait, ils règlent des questions qui sont souvent très techniques et au sein de la corporation. Donc finalement, ça fonctionne bien de ce point de vue-là. C'est un système qui est très démocratique parce que des prud'hommes qui n'ont pas la majorité derrière eux, ils ne peuvent plus rien faire. Donc on n'a jamais eu vraiment de soucis de ce point de vue-là. Les soucis qu'on a eu beaucoup, c'est effectivement depuis l'industrialisation des pêches, parce que l'État a autorisé des techniques beaucoup plus intensives qui du coup voulaient bien se passer de la prud'homie. Et donc en fait, bon, depuis cette époque, il y a eu un changement, c'est vrai, dans l'organisation de la pêche. Il y a une partie de la flottille qui s'est spécialisée. Vous avez pu voir aussi la construction de la flottille tonnière avec beaucoup d'aides européennes et étatiques. Donc toute cette partie-là de la flotte est un peu sortie de ce système de gestion. Et la difficulté d'une gestion commune, c'est à partir du moment où il y en a qui jouent plus le jeu, comment est-ce que c'est encore possible? Donc ça s'est quand même maintenu sur toute la pêche littorale, dans les zones aussi où il n'y a pas de pêche intensive et puis dans tous les étangs. Voilà, alors après la question c'est de savoir quelle est la place de cette pêche dans l'Europe d'aujourd'hui. Et en fait nous on dit il y a trois possibilités, trois schémas de façon un peu caricaturale, mais soit en fait on renforce le productivisme et on donne la priorité à toutes les pêches intensives et on a ce mouvement-là, enfin vous le voyez bien avec
les flottilles tonnières par exemple, soit alors on donne la priorité à un groupe d'acteurs. Alors ça peut être par exemple un pays qui a encore un très grand nombre de pêcheurs comme l'Espagne ou l'Italie qui va prendre la priorité dans la gestion européenne. Bon, ça s'est vu aussi. Les acteurs qu'on a surtout le plus vus, c'est les environnementalistes qui se sont imposés par lobbying, mais aussi l'Europe leur a ouvert la place et qui ont un fonctionnement assez simpliste avec des messages simplistes et généralistes et donc forcément c'est pas du tout adapté aux écosystèmes. Donc on a eu par exemple l'interdiction généralisée du filet dérivant dont on paye toujours les inconvénients et on n'a pas fini de les payer, mais après l'Europe prend des mesures, mais elle n'évalue pas les dégâts qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'était une pêche qui était très bien encadrée chez nous et les pêcheurs avaient joué le jeu avec des scientifiques. En fait, il y avait des observations au niveau des dauphins, ils avaient des systèmes de répulsion. Enfin, c'était quand même bien agencé et surtout, ça permettait à des pêcheurs, à 80 familles de pêcheurs artisans de bien vivre sur une ressource qui se pêchait au large à une époque où tout le monde est arrivé à la côte et avec un chiffre d'affaires intéressant. Enfin, c'était quand même une bonne solution. Avec aussi la ressource la plus abondante qui soit à l'époque, mais surtout maintenant. Parce que quoi qu'on en dise, depuis 4-5 ans, les thons pullulent, quoi, y compris à la côte. C'est en train de désorganiser tous les écosystèmes. C'est un peu comme dans les réserves. Si vous avez une affluence de chamois, on en supprime. Nous, on en est là, on dit, mais attendez, les thons, maintenant, on les cherche pas, on veut pas les prendre, mais on les prend quand même. Et en même temps, c'est ce qui est le plus rémunérateur. Ça désorganise l'ensemble, mais non, la réglementation européenne, il faut avoir un permis, il faut avoir un quota. Il y a très peu de pêcheurs artisans qui ont de permis. Le quota, en fait, à 90%, c'est la pêche industrielle. Voilà, donc c'est le problème de ce type de réglementation. Donc en fait, les environnementalistes qui, de bonne foi, en fait, veulent justement faire passer des règlements, des boycotts d'espèces aussi. Alors ça, nous, on est vraiment contre. Il faut comprendre que dans le littoral, ici, le plateau continental est très peu étendu. Et donc les pêcheurs artisans ne peuvent vivre le plus souvent qu'avec des espèces migratoires qui viennent en fonction des saisons, des périodes. Et en fait, pour pouvoir survivre, ils ont vraiment besoin de tabler sur toutes les espèces et d'avoir une grande diversité de métiers. Et ils ont besoin d'avoir l'anguille, le thon, la raie, n'importe quel espadon, tous les poissons. Et en fait, il faut bien comprendre que le boycott d'espèces, c'est une mesure qui ne colle qu'avec la pêche industrielle et des pêches intensives. C'est fait pour ces flottes-là. C'est des flottes qui vont cibler une espèce, quand elle commence à diminuer, ils passent à une autre. Mais ça colle pas du tout avec la pêche artisanale. Vous imaginez en montagne, si d'un coup on interdit aux agriculteurs de faire de la patate, de quoi ils vont vivre. Nous, c'est un peu la même chose, quoi. Donc on a ce souci-là. Donc voilà, les environnementalistes sont arrivés et en ce qu'on observe depuis 2 ans, il y a un rapport qui est très intéressant sur Internet, je vous engage à le lire, ça s'appelle Blue Charity Business. Et en fait, ils ont montré, c'est le collectif Pêche et Développement qui a fait ça, ils ont recherché les financements, ils ont été surpris que depuis 2-3 ans, on voyait d'un coup arriver énormément de monde sur la pêche et sur la pêche artisanale, alors qu'il n'y avait jamais eu trop de sous là-dedans. Mais d'un coup, beaucoup d'organisations arrivaient en Europe, et puis surtout, on entendait un message qui était alarmiste, partout le même, plus de poissons en 2050, attention, tous les poissons surexploités, surpêche généralisée, voilà. Et ils observaient justement que, par exemple, en Atlantique, la plupart des stocks étaient en voie de restauration, et que ça, c'était pourtant des rapports scientifiques, mais on n'en entendait jamais parler. Et finalement, donc, ils ont cherché les financements et les sources de financement. Et ils sont remontés à 5 grandes fondations américaines qui sont directement liées aux intérêts énergétiques pétroliers, qui ont d'un coup balancé vraiment des quantités de millions de dollars auprès des ONG environnementalistes et avec une stratégie en amont, alors que les ONG environnementalistes ne savaient pas qu'elles faisaient l'objet d'une stratégie. Et la stratégie, c'est la privatisation de la ressource marine,
qui a toujours été un bien commun. C'est une stratégie qu'elles ont menée aux États-Unis, au Canada, et qu'elles ont réussi. Et donc, elles ont décidé de venir en Europe pour faire la même chose. Vous avez probablement vu passer la réforme de la politique des pêches. Essentiellement, dans cette réforme, c'est la privatisation de la ressource. Et vous avez vu José Bové, pour ne parler que lui, qui était ravi d'avoir pu la signer, enfin, comme de très nombreux parlementaires. En fait, tout le monde a été un peu trompé par cette réforme, mais il y a eu un tel matraquage. Nous, les députés européens avec lesquels on travaille, nous ont dit qu'il ne se passait pas un jour sans qu'ils ont des films, des papiers. Enfin, c'était vraiment effrayant, quoi, avec des images qui collaient pas du tout avec la réalité. Vous avez probablement entendu parler aussi de la campagne qui a été menée contre le chalutage en eau profonde. Je ne veux pas défendre le chalutage en eau profonde, c'est pas mon objet, mais la campagne, elle était financée par Pew, qui est en fait, c'est des intérêts pétroliers et qui ont eux des intérêts très forts sur les grands fonds. Et donc, on n'adhère pas du tout à ce genre de message. Alors en fait, on a actuellement une collusion entre effectivement l'industrie et les multinationales et les groupements environnementalistes qui sont financés via ces fondations. Et en fait, il y a deux choses, donc la privatisation de la ressource et l'autre chose, c'est la création d'aires marines protégées. Alors, je rejoins ma collègue, c'est que en Méditerranée, c'est un bon exemple, c'est un bon cas d'école. C'est là qu'a été créé le premier parc de Porquerolles. Il faut savoir que dans le parc de Porquerolles, il y a une réserve et dans cette réserve, la pêche artisanale est autorisée. Et la charte a été établie avec les prud'hommes sur la base de règlements prud'homaux. C'est-à-dire que dans le parc national de Porquerolles, la pêche est présente et pourtant la ressource est riche. Vous avez aussi le parc marin de la Côte Bleue qui a été mis en place depuis le départ avec les pêcheurs. La première réserve a été faite avec les pêcheurs. La seconde a été créée à la demande des pêcheurs et donc c'était vraiment un travail de concertation depuis de nombreuses années. Vous avez par exemple le parc des Calanques qui est un mauvais cas d'école et on a probablement les mêmes interlocuteurs. Il fallait faire du chiffre et donc mettre une très grande zone marine. Les gens du parc à l'époque n'étaient pas franchement spécialisés sur les zones marines. On a eu des réunions avec les prud'hommes et avec eux. En fait, ils ont voulu mettre une très grande réserve en zone profonde. Tous les scientifiques étaient d'accord, les pêcheurs aussi, en zone profonde, ça sert à rien. Les techniques qui sont installées là visent des poissons de passage. Elles n'ont pas d'action sur des espèces qui sont inféodées au fond. On peut faire une analyse au début. On refait l'analyse dans 4 ans, ça n'aura pas changé. La seule chose que ça aura fait, c'était de gêner la pêche artisanale. Et voilà, mais il fallait afficher, voilà. Et alors donc les pêcheurs avaient trouvé une solution. Ils avaient dit, mais écoutez, faites votre réserve à partir de l'isobat 500 mètres, c'est-à-dire des fonds au-delà de 500 mètres. Nous, ça ne nous gêne pas et vous aurez vos quantités d'hectares que vous voulez pour justifier. Voilà. Donc en fait, quand on a proposé ça, à Paris, je crois que c'est aussi l'UECL, on a eu des gens qui étaient des terriens et qui ont dit « Ah non, on ne veut pas une zone avec une courbe, on veut un beau rectangle, quoi, qu'on puisse mettre sur la carte. » Bon, ce qui est totalement absurde pour tout marin, mais c'est quand même malheureusement ça qui est passé. Alors c'est vrai qu'au niveau des parcs, enfin on a ça un peu partout dans les pays du Sud, on a des ONG qui arrivent, environnementalistes et autres, et en fait qui installent des aires marines avec interdiction de pêche, et en fait ce sont des communautés entières de pêcheurs qui sont vouées à disparaître, quoi, avec X problèmes. Donc il faut savoir que la mer actuellement c'est le nouvel Eldorado, c'est là que se joue tout le théâtre sur l'énergie. Les pêcheurs sont un peu les seuls à râler parce qu'ils veulent avoir justement accès à leur zone de pêche. Et donc il y a pas mal actuellement de soucis pour justement chacun plante son drapeau. Il faut arriver à marquer son territoire et donc enlever les pêcheurs qui sont là au milieu. Voilà, je regarde qu'est-ce que j'avais encore. Ah oui, une chose qui est importante à vous dire aussi, c'est que on a une mauvaise image des pêcheurs artisans. Moi, je suis quand même, ça fait longtemps que je travaille avec eux et
Je suis assez étonnée de ce qu'ils arrivent à faire. C'est un peu des gens archaïques. Pour moi, c'est un modèle parce que justement, ils viennent d'une culture où en fait, il n'y avait pas de propriété privée. Et c'est une culture qui s'est maintenue. Ils ont horreur des licences parce que déjà, c'est une appropriation. Ils ont horreur des quotas parce que c'est déjà une appropriation. Récemment, les prud'hommes sont allés à la direction des pêches. Et la directrice des pêches nous disait, mais ne vous inquiétez pas, en Méditerranée, vous avez très peu de licences, très peu de quotas, vous êtes déjà dans un cas exceptionnel. Mais visiblement, elle ne raisonne que par droit de propriété. Un pêcheur a un droit sur une ressource qu'il a le droit de pêcher. C'est aux antipodes de ce que nous racontent et des pratiques qui sont mises en œuvre par ces pêcheurs. Et la dernière chose peut-être, c'est que, en fait, souvent on dit c'est les premiers écologistes, mais quand vous voyez ce qu'ils ont fait depuis, enfin, il faut aller voir leurs archives et fouiller un peu. Vous prenez Palavas, par exemple, ce sont les prud'hommes, en fait, avec quelques habitants de Palavas, qui ont, en fait, monté des batailles juridiques contre les projets de comblement et de lotissement des étangs. Ils ont été attaqués pour abus d'esté en justice par leur maire et par le promoteur immobilier. C'était 13 ans de lutte juridique et ils étaient attaqués sur leurs biens propres, uniquement pour avoir voulu faire appliquer la loi littorale. Ils ont gagné au bout de 13 ans, mais pour eux, c'était vraiment une bataille énorme. Vous prenez l'histoire de l'étang de Berre, qui est quand même une histoire incroyable. En fait, EDF a installé 2 centrales avec détournement de la Durance. Et en fait, ils ont littéralement tué l'étang parce que avec un rejet irrégulier de limon et d'eau douce qui faisait que la flore ne peut pas se fixer, donc la faune non plus. Donc sur les images satellites, vous pouvez voir que à part une très petite bordure autour de l'étang, tout l'étang était mort. Et en fait, ce sont des pêcheurs qui se sont battus juridiquement aussi. Ils sont allés chercher une avocate italienne pour attaquer la France et l'EDF et pour non-application de la Convention de Barcelone. Vous imaginez quand même que c'était une bataille étonnante. Au début, les avocats d'EDF rigolaient, mais à la fin, ils rigolaient moins. Et donc finalement, ils ont forcé EDF à négocier. Et récemment, l'un d'entre eux me disait, maintenant les pêcheurs, il y en a moins, on a beaucoup de soucis et personne ne contrôle ce qui se fait et on est sûr qu'il y a à nouveau beaucoup de débordements. C'est dommage parce que c'est vraiment une des zones qui étaient les plus riches, quoi. Enfin, c'est une des plus grandes lagunes d'Europe et quand on lit les descriptions des naturalistes au début du XXe siècle, ça fait rêver. Et dès qu'ils ont réduit les déversements, en fait, très rapidement, y compris les espèces d'eau de mer sont revenues, les coquillages. Enfin voilà, donc c'est souvent ces pêcheurs qui sont à la pointe et peu aidés, je trouve, par les citoyens et aussi les environnementalistes. Dernier point, peut-être, si on prend le cantonnement de Caproux, en pleine Côte d'Azur, la Prud'homie a créé un très grand cantonnement de 500 hectares en 2 ans, quand on pense que le parc d'Iroise a mis 20 ans à se créer sans véritablement de problème. Voilà, enfin, ils peuvent être très efficaces sur... mais actuellement, alors oui, il faut que je vous finisse. Excusez-moi, j'avais des diapos, c'était plus structuré, mais bon. Donc, je vous ai dit, dans les 3 voies possibles dans l'Europe, vous avez le productivisme, priorité à l'acteur, ou alors, ça peut être autre chose, c'est une priorité à un territoire. Et nous, en fait, on dit que c'est une spécialisation régionale dans l'Europe. Et à ce moment-là, on considère la contribution du secteur de la pêche à la spécialisation régionale. Alors, en fait, chez nous, c'est surtout une spécialisation touristique et résidentielle. Et c'est là qu'on montre que la petite pêche a un rôle phénoménal dans cette spécialisation-là. Et c'est vraiment cette 3e voie qui est la plus intéressante, enfin pour tous les citoyens, pour tout le monde, parce qu'on raisonne plus secteur par secteur. C'est un ensemble de secteurs qui contribuent à un projet commun et à un territoire qui prend une place dans un marché européen. Mais bon, c'est une voie qui est toujours latente. Ces 3 voies sont de toute façon en jeu et concurrentes. Donc, j'ai fini. Mais bon, voilà, s'il n'y a pas vraiment les citoyens qui prennent en main justement cette voie-là, et puis la place des pêcheurs, les aider à se maintenir et à maintenir leur système, qui en fait est finalement très moderne, eux n'auront pas d'avenir. Voilà, merci.